Le point complet de l'actualité en cette nuit du 10 mars. Bienvenue à vous tous. Le groupe ADOA va renforcer ses offres de logements abordables dans le pays. Il vient de signer un accord de financement avec la Société financière internationale SFI. Le sujet au centre des échanges ce lundi entre le PDG du groupe ADOA et le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné. C'est ce qui traduit la promotion de la bonne gouvernance par l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a ouvert ce lundi le premier forum national sur l'engagement citoyen, un cadre d'échange et de propositions de réponse aux défis de transparence co-organisé par le projet d'amélioration de la gouvernance PAGDS et le programme Pays du renforcement des capacités avec le soutien de la Banque mondiale. Et puis la foire nationale de l'emploi et du recrutement a refermé ses portes ce dimanche au Palais de la Culture à Abidjan-Treichville. Pendant une semaine, demandeurs d'emploi, entreprises, institutions de formation et structures de financement se sont retrouvés. Le rendez-vous initié par le ministère en charge de la jeunesse a offert 5648 opportunités d'emploi. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre au Palais de la Culture, rendons-nous au Palais de la Présidence de la République. Le vice-président Timoko Mélié-Koné a reçu en audience le PDG du groupe ADOA, le groupe qui vient de renforcer ses offres de logements abordables dans le pays. On voit ça avec Alexis Ouedraogo. Ce lundi, à la Présidence de la République, Anas Berada de Douja Promotion du groupe ADOA et sa délégation sont reçus par le vice-président Timoko Mélié-Koné. Le groupe est venu annoncer la signature d'un accord de financement avec la Société financière internationale SFI pour renforcer ses offres de logements abordables dans le pays. Aujourd'hui, nous couvrons 15 programmes immobiliers ici à Abidjan, dans tous les segments d'activité, du social, l'économique, le haut standing, dans différents quartiers. C'était un jour important pour nous puisque nous avons signé avec la SFI un contrat de financement qui porte sur un montant de 27 millions de dollars et qui vise à accélérer nos réalisations en Côte d'Ivoire à travers le financement de près de 5600 logements abordables en Côte d'Ivoire. La signature de cette convention de financement de 27 millions de dollars US, soit plus de 16 milliards de francs CFA, devrait permettre de réaliser des logements socio-économiques dans le Grand Abidjan. Et quand on parle de financement, il faut mettre un point d'honneur au volet transparence. C'est ce qui a motivé le premier forum national sur l'engagement citoyen, un cadre d'échange et de propositions de réponse aux défis de transparence co-organisé par le projet d'amélioration de la gouvernance PAGDS et le programme Pays de renforcement des capacités avec le soutien de la Banque mondiale. Le Premier ministre a ouvert les travaux ce lundi. Léon Brou. Fonctionnaires, élus, leaders de communautés, ONG, syndicats, coopératives, bref, le corps social interrogé sur les limites et obstacles de la participation citoyenne à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des politiques publiques. Pas que les initiatives et réformes ne font pas effet, il s'agit plutôt de renforcer le pacte de confiance entre gouvernés et gouvernants. Nous ne saurions nous satisfaire des résultats obtenus au regard des défis encore énormes à relever. L'organisation de ce forum se justifie par cette nécessité. Aussi, l'objectif général de ce forum est de stimuler le débat sur les enjeux relatifs au renforcement de la participation citoyenne dans la gouvernance publique comme préalable à l'atteinte des objectifs du développement de la Côte d'Ivoire. Ce forum peut aussi partager les bonnes pratiques en matière de participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Pour nous, au niveau de la Banque mondiale, c'est un privilège d'être un partenaire pour ce genre de programme. Parce que tout argent qu'on met, qu'on appuie les programmes du gouvernement, c'est surtout qu'on ait un impact sur le terrain. C'est surtout que ça puisse changer la vie de tout Ivoirien. Visée promotion de la bonne gouvernance. Le ministre du Budget et des Finances salue ce rendez-vous qui vient booster les réformes du gouvernement. Ces réformes ont aussi instauré le renforcement des dispositifs de contrôle de la gestion des ressources publiques et l'amélioration de l'accès à l'information budgétaire. Au titre de l'amélioration de la transparence
et de l'accès à l'information budgétaire, plusieurs actions en lien avec les problématiques du présent forum ont été posées, notamment la publication en ligne des documents budgétaires et des situations d'exécution trimestrielle et semestrielle. Même son de cloche chez le chef du gouvernement, Robert Begremambe indique la mobilisation des institutions de la République comme gage d'intérêt pour la Côte d'Ivoire à promouvoir la bonne gouvernance. Le présent forum national autour du thème « Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique » se pose donc comme une véritable opportunité pour nous en vue de trouver ensemble des leviers pour créer un cadre plus propice à l'expression des voix des citoyens et des groupes de citoyens dans la vie de la nation. C'est un thème qui nous invite à réfléchir sur des notions fondamentales aptes à façonner la qualité de la relation entre l'État et les citoyens en vue de bâtir des consensus autour des réformes nécessaires pour consolider notre démocratie et garantir une gouvernance exemplaire. Le premier sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance, ce forum va durer 3 jours, du 10 au 12 mars 2025. On aborde un autre rendez-vous qui, lui, a tenu toutes ses promesses. La Foire nationale de l'emploi et du recrutement a refermé ses portes ce dimanche au Palais de la Culture. Pendant une semaine, demandeurs d'emploi, entreprises, institutions de formation et structures de financement se sont retrouvés. Le rendez-vous, initié par le ministère en charge de la jeunesse, a offert 5 648 opportunités d'emploi. C'est ce que nous apprend Ami Dirasouba. Le rideau est tombé sur la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Ouvert depuis le lundi dernier, Jean-Daniel et Lodi, tous deux étudiants en licence et master, ont exploré toutes les offres d'emploi. Le premier jour déjà, moi je suis venu un peu vers la soirée. J'étais même dans la salle à Nomombo où le ministre est venu, il a pris des CV et tout. Voilà, j'ai dit waouh, c'était super. Donc j'ai déjà pu déposer mon projet. Je ne suis pas satisfait. Aujourd'hui, nous les jeunes, on n'a pas l'information sur toutes choses, mais quand l'information a été donnée, nous sommes automatiquement venus postuler et chercher des emplois et puis demander des financements. Pour cette édition, ce sont près de 146 entreprises et cabinets de recrutement, dont 16 entreprises et 30 cabinets, offrant 5 648 opportunités. La problématique de l'emploi est une priorité pour le président de la République et son gouvernement. Les ministres Amadou Coulibaly et Françoise Remac se sont réjouis de l'engouement suscité auprès de la jeunesse. Il faut qu'on vous trouve des emplois qui correspondent à vos attentes. Mais il faut aussi également que lorsque vous avez une formation, parce que vous avez été à l'école, vous avez des diplômes, que cette formation n'est pas en adéquation avec les besoins du marché, vous prenez ces opportunités de reconversion. Je veux que chacun de vous ici puisse aller convaincre ses camarades pour dire que ce que le gouvernement offre, c'est du concret. Vous avez eu des camarades, près de 21 000, qui ont pu avoir un emploi et vous en avez eu qui ont pu avoir des financements de leur projet pour 1,314 milliard. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, cheville ouvrière de cette rencontre, fait un bilan partiel de cette première édition. Sur les 48 636 participants, nous avons 21 956 qui ont eu un retour positif, ce qui représente 45,14% à date, en termes de résultats provisoires. Donc, sur les 48 000, jusqu'à aujourd'hui, on a 21 956 qui ont eu un retour positif, que ce soit pour les formations, les financements, l'emploi direct, les stages. Plusieurs jeunes ont reçu des financements pour réaliser leurs projets. Le ministère de l'Emploi entend renouveler cette fois dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. En attendant, rendez-vous est prêt pour le mois de juin, pour la prochaine édition. En bref, en image, l'Institut social du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP de Cocody, a abrité une cérémonie de remise d'équipements professionnels à 127 apprentis de la deuxième année et des certificats de fin de formation de la troisième année. Cette initiative, présidée par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, vise à promouvoir la dignité de l'homme et lutter contre la pauvreté en contribuant à réduire le phénomène de l'exclusion économique et sociale des jeunes, à améliorer les conditions de vie et les statuts des populations vulnérables. Le Sierra Week 2025 se tient à Houston du 10 au 14 mars prochain.
Cet événement majeur rassemble les principaux acteurs du secteur énergétique mondial pour discuter des défis actuels et futurs. La Côte d'Ivoire, consciente de ses vastes potentialités énergétiques, y participe activement avec une délégation conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Jean-Louis Mombo, Lamine Dramé. Houston, au Texas, capitale mondiale de l'industrie des hydrocarbures, accueille cette année le CERAWeek 2025, un rendez-vous incontournable pour les leaders mondiaux de l'énergie. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, représentée par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, témoigne de son ambition de s'affirmer sur la scène énergétique internationale. Notre présence ici se justifie d'abord parce que notre pays fait partie des pays pétroliers désormais, avec les 2 derniers grands gisements de pétrole que nous avons découverts, qui sont de classe mondiale, et surtout avec les perspectives qui se dessinent. Nous sommes ici pour nous préparer au prochain grand bond de l'industrie extractive de notre pays. La Côte d'Ivoire s'apprête en effet à franchir une étape décisive dans son développement économique. Son bassin sédimentaire, dont le potentiel était jusqu'à présent sous-estimé, a révélé en seulement 3 ans 2 gisements majeurs. Le début d'une nouvelle ère, selon les experts, les données actuelles laissant entrevoir des perspectives bien plus prometteuses que prévues. Les perspectives sont bonnes pour le continent, parce que pendant les 2 dernières décennies, le continent a souffert de ce qu'il ne pouvait pas accéder à ces ressources naturelles parce qu'il y avait une restriction sur les financements en ce qui concerne les hydrocarbures. Je crois que la tendance est en train de s'inverser et nous sommes très confiants que bientôt les banques vont à nouveau financer l'exploration et l'exploitation pétrolière. Et pour nous, c'était une occasion de venir saisir pas mal d'opportunités dans ce sens. L'enjeu pour le pays est donc désormais d'attirer davantage de capitaux pour dynamiser l'exploration et l'exploitation de ces ressources. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly animera dans le cadre de cette mission des panels, des rendez-vous B2B. Il aura également des audiences, dont une très importante avec le secrétaire américain à l'énergie. Disons-le tout net, cette importante activité ici à Houston est la preuve que la Côte d'Ivoire veut désormais s'affirmer comme un acteur clé dans le secteur énergétique international. Après Houston, la délégation ivoirienne se rendra à New York et Washington avec un agenda élargi intégrant le secteur minier. De retour en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui se souvient de l'un de ses fils, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui tirait sa révérence le 10 mars 2021. La nation rend hommage à celui qui aura servi son pays avec dévouement et abnégation. Alexis Ouedraogo. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. L'histoire retient de lui une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, aura servi son pays avec dévouement et abnégation. Proche des masses, il était considéré comme un homme du peuple, le contact facile. Les jeunes de Côte d'Ivoire, vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On est au COI. Ahmed Bakayoko entretenait des relations privilégiées avec toute la classe politique ivoirienne. Pour lui, il fallait faire l'économie des crises, se parler en tout temps et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Qu'il n'y a pas une famille bêtée, qu'il n'y a pas une grande famille alliée qui soit Akan ou qui soit Malinki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger. Un message qu'il n'a cessé de marteler aux plus jeunes. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas.
Maintenant, c'est bon. Entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Ce 8 mars 2025, il aurait eu 60 ans. Au chapitre santé, on parle de lutte contre le paludisme. Une campagne d'intensification va s'étendre du 13 au 16 mars dans les 10 districts d'Abidjan. Les détails. À Abidjan, la lutte contre le paludisme s'intensifie pendant une semaine avec une stratégie ciblée pour limiter la prolifération des moustiques. Des agents de santé vont aller à la rencontre des populations pour sensibiliser aux bonnes pratiques pour éliminer les foyers de reproduction des moustiques dans leur environnement. Si nous arrivons à rendre propre notre environnement dans lequel nous vivons, nous allons faire reculer le paludisme de façon véritable à Abidjan. Cette population sera accompagnée par nos ASC qui sont sur le terrain pour leur indiquer comment éliminer les gîtes larvaires dans leur environnement. Dans le même temps, l'accès gratuit aux soins sera renforcé. Les centres de santé habituels seront démultipliés à travers des points consultation temporaires afin d'assurer une prise en charge rapide et efficace. Au cours de ces consultations, les femmes enceintes, en plus du traitement préventif, bénéficieront gratuitement, avec les enfants de moins de 5 ans, de moustiquaires imprégnés. Cette campagne, localisée spécifiquement à Abidjan et banlieue, s'inscrit dans la stratification des interventions. Une approche stratégique dont l'objectif est d'ajuster les interventions selon les spécificités de chaque zone pour une lutte plus efficace contre cette endémie. Abidjan fait partie de la zone la moins endémique que les zones de l'extérieur. Et à Abidjan, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle l'intensification de la lutte contre le paludisme, qui consiste à rapprocher les services de prévention et de prise en charge des populations. Le paludisme, c'est 4 décès pour 100 000 habitants chaque année et 30% des consultations hospitalières. La campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme dans le district d'Abidjan se déroulera dans la semaine du 10 au 16 mars. Et en politique, c'est le 25 octobre 2025 qui est en ligne de mire pour les partis. La coordination régionale RHDP du district autonome de Yamoussoukro vient d'effectuer sa rentrée politique. Elle a élaboré sa stratégie assortie d'une feuille de route. Eugène Atoubé. Le RHDP face aux enjeux de l'élection présidentielle 2025, stratégie et perspective. Ce thème, objet de réflexion, appelle la coordination régionale RHDP du district autonome de Yamoussoukro à une mobilisation totale. Et Suleiman Dirasouba, le coordinateur principal régional, de rappeler à l'ensemble des militants à tous les niveaux hiérarchiques les différents enjeux de la présidentielle de cette année 2025. Nous sommes en fait dans une dynamique de mobilisation de nos militants et les militants pour la prochaine victoire du président Alassane Ouattara et puis décliner nos stratégies. Nous aurons un plan d'action bien défini pour le maillage de tout le district autonome de Yamoussoukro pour mettre nos militants en tout cas en ordre de bataille. Une conférence inaugurale dite par le professeur Koulibaly Diakaria a mis en lumière les atouts du RHDP et le bilan du président de la République Alassane Ouattara. Un argumentaire qui, selon le conférencier, milite en faveur du RHDP, dont les militants, poursuit-il, devraient s'en servir pour la course à la victoire de la présidentielle de cette année 2025. Notre objectif, c'est une élection à un tour par un coup KO. Et je crois qu'au niveau de la coordination, le fait de mener cette réflexion, c'était indispensable, une stratégie, et puis ensuite l'action. Une feuille de route est attendue, des réflexions et échanges. Au cours de cette rentrée politique, elle déterminera les actions à mener par les structures pour investir le terrain jusqu'au vote du 25 octobre 2025. 15 partis d'opposition viennent de lancer une coalition en vue de la présidentielle. Parmi les formations politiques qui la composent figure le PDCI, le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Gbagbo, ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. La coalition est baptisée Coalition pour une alternance pacifique. Souleymane Donné-Songou. CAP Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle plateforme des partis membres de l'opposition. La coalition des partis politiques de l'opposition a décidé de franchir un nouveau pas dans son projet de renforcement des groupements en son sein. L'annonce est faite par Simone Eivé Gbagbo au siège du PDCI RDA. CAP Côte d'Ivoire a pour objet
d'organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées en octobre 2025. De défendre l'état de droit, la démocratie et la liberté dans notre pays. De promouvoir la réconciliation nationale, l'unité nationale et la paix. Coordonnateur de la conférence des présidents du Cap Côte d'Ivoire, le premier responsable du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, évoque la détermination de cette alliance à garantir la paix et le développement. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger. En marquant leur adhésion à Cap Côte d'Ivoire, les partis politiques membres conservent leur identité et leur spécificité. L'organe suprême de la coalition est la conférence des présidents, composée des premiers responsables, d'un porte-parole et d'un secrétariat technique. Voilà des images d'union dans la diversité que souhaitent les femmes de Cocody en cette période électorale. Avec Éric Tabat, le coordonnateur principal du RHDP de la commune, les femmes ont célébré la paix, l'union et la diversité en rendant hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement. Astou Touré. Elle représente 27 associations issues de différents partis politiques et de la société civile. Ces femmes, au nombre de 3000, réunies au sein de la Fédération des associations féminines de Cocody, célèbrent l'union dans la diversité, la solidarité et la paix. Je lance un appel aux femmes de toute la Côte d'Ivoire de s'unir et de s'entendre, quels que soient les différentes parties. Et nous avons un seul pays qui est la Côte d'Ivoire, notre nation. Nous devons la préserver dans la joie, dans la concorde. Et nous serons fortes pour le développement de ce pays. Éric Tabat, coordonnateur principal du RHDP à Cocody, invité d'honneur de cette rencontre, salue l'engagement des femmes à ses côtés, tout en les exhortant à promouvoir la paix et le partage. Avec les femmes, tout ce que vous entreprenez réussit. Et aujourd'hui, elles sont là. Et je ne l'ai pas fait sur le plan politique. La diversité chez moi, ça a un sens. Mais je ne regarde pas l'appartenance politique, ethnique ou religieuse. Chez moi, c'est aimer l'homme. Pour une élection apaisée en cette année électorale, la Fédération des associations féminines de Cocody se donne pour mission de promouvoir la paix à travers la sensibilisation. On atterrit dans l'univers de ces métiers éprouvants en cette période de Ramadan. Ils sont nombreux, ces musulmans qui allient travail et jeûne. Comment parviennent-ils à tenir le rythme sans faiblir? Nous Sangaré nous en dit plus. Mois de pénitence et de spiritualité, le Ramadan impose aux musulmans de s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Cette abstinence, bien que spirituellement bénéfique, représente un véritable défi pour ceux dont le travail exige une grande énergie physique. C'est le cas d'Aboubaka et son frère aîné qui s'activent à remplir ce tricycle de gravier. Avant Ramadan, moi je travaille à 7 heures, on descend à 18 heures. Pendant Ramadan aussi, c'est même chaud. Avec le Ramadan, là, ça nous fatigue en tout cas. On charge les sables, briques, gravier, donc ça nous fatigue beaucoup même. C'est comme bon, on avait les moyens, donc moi dès carrément le Ramadan, on ne doit pas se fatiguer, on allait rester à la maison. Comme Aboubaka et son frère, Brahima et ses amis font face aux mêmes contraintes, concilier jeûne et métier physique. Sous ce soleil de plomb, malgré le jeûne, ils doivent produire au quotidien 1000 briques. Pour tenir le coup, ils ont adapté leurs horaires de travail, une nécessité face aux contraintes du Ramadan. Avant Ramadan, on commence à 6 h, on finit à 14 h. Maintenant, on commence à 5 h du matin. On finit à midi. Jeûne là, c'est pas facile. Si tu n'es pas commencé vite là, ça fatigue. À cause de ça, on commence à 5 h du matin. Avant le soleil monte, là on finit à midi. On trouve partout à Abidjan ces ouvriers qui, malgré le jeûne, travaillent sans faiblir. Dans ce dépotoir à ferraille, dans la commune de Makori, le travail bat son plein.
On ne peut pas faire autrement parce qu'une fois que tu as eu l'âge, on est obligé de le faire parce que où on est arrivé là, nous ne sommes plus des enfants encore. Donc ça n'a rien à voir avec le travail, ça ne gâte pas aussi quoi. À partir de midi, 13h comme ça, tu vois qu'on commence à ralentir un peu. Entre la découpe du métal, le martelage et la soudure, ces travaux requièrent une grande dépense d'énergie. Tu es obligé de faire ça pour survivre. Voilà, on ne peut pas dire pareil, je suis en jeune, je ne travaille pas. On ne peut pas gêner pour s'asseoir, il faut gêner pour travailler. Pour ne pas trop souffrir du jeûne, Sidiki, fabricant de daba, a trouvé sa solution. Réduire l'intensité de cette tâche. Dans le mois de jeûne, je peux faire 50 dabas par jour. Bon, aujourd'hui, par exemple, là, je peux faire 30 dabas ou 20 dabas par jour. Je réduis un peu le travail. Par exemple, le mois de carême, on ne commence pas vite. On commence à 9h, finit à 17h30. Parce que le nombre de dabas va réduire. Le mois de jeûne, ce n'est pas facile. L'islam prévoit des recommandations pour les travailleurs confrontés à de telles épreuves. Lorsque vous menez une activité et que vous êtes obligé de le faire pour vivre, nous appelons ça un travail obligatoire et inévitable. Dans ce cas, il est permis, n'est-ce pas, de rompre le jeûne et avec l'obligation de rattrapage au bon moment. Mais si le travail n'est pas obligatoire, qui n'est pas inévitable, ça veut dire que vous pouvez avoir d'autres alternatives. Il est mieux de privilégier le jeûne. Malgré la fatigue, la chaleur et l'effort physique, ces travailleurs restent fidèles à leur foi. Pour eux, le ramadan est une épreuve de résistance, autant physique que spirituelle. Allez, on passe au football. 23 joueurs convoqués ce lundi par le sélectionneur national des éléphants pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux figure Sébastien Haller qui fait son retour après 10 mois d'absence. Gamblé Konaté, Jean-Sylvain Rissot. Adengra qui est passé, Adengra Simon, petit ballon! Sébastien Teddy Haller est de retour en sélection. Absent depuis juin 2024, l'attaquant d'Utrecht retrouvera les éléphants dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour nous, il mérite de venir en sélection parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Comme Sébastien Haller, 22 autres joueurs ont été retenus par Emès Fayet. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Si Jean-Philippe Gbamin a été appelé pour remplacer Seri Jean-Michael blessé, le jeune défenseur Clément Akpa-Lui évoluera en équipe A pour la première fois. Talonnée par le Gabon, la Côte d'Ivoire ne doit pas faire un faux pas durant les rencontres contre le Burundi et la Gambie. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. La Côte d'Ivoire ne peut pas manquer cet événement, ne peut pas manquer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, surtout que ça fait 2 éditions qu'on rate. Donc c'est une trêve internationale qui va être très très importante pour nous. Et notre objectif, il est très clair, c'est prendre les 6 points et sortir de cette trêve internationale au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon, en espérant qu'eux aussi fassent un faux pas pour accentuer un peu plus l'écart avec eux. Les champions d'Afrique en titre se déplaceront le 21 mars au stade de Meknes au Maroc pour affronter les Hirondelles du Burundi avant de recevoir les Scorpions de la Gambie le 24 mars à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, ce dimanche 9 mars, Marc Carney, économiste et ancien gouverneur de la Banque du Canada, a été élu à la tête du Parti libéral au pouvoir avec 85,9% des voix. Il succède à Justin Trudeau, qui avait démissionné le 6 janvier dernier. Les Canadiens sont toujours prêts quand quelqu'un lance le gant que les Américains ne s'y trompent pas. Dans le commerce comme au hockey, le Canada gagnera, a assuré le futur Premier ministre. Un message, visiblement, à Donald Trump, le président américain. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Dieu nous garde. Bonsoir.